Mais nous allons commencer par quelque chose de très ludique, ce sont les jeux vidéo. Il s'est vendu en 1997 8 700 000 jeux vidéo en France. L'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, il s'en est vendu plus de 13 millions, soit 50% de plus en à peine un an. C'est dire l'engouement pour ces jeux vidéo, un engouement dû aux moyens consacrés, des effets spéciaux dignes du cinéma à grand spectacle, une industrie florissante avec en bataille, en coulisses, des batailles qui sont très importantes et qui sont même plus importantes que ce qu'on peut voir sur l'écran parfois. Et vous allez voir que ce qu'on voit sur l'écran n'est pas toujours triste. Alors, qui sont les créateurs de ces univers imaginaires qui décrochent le jackpot? Reportage d'Hervé Bouchot, David Georgeon et Alix Couillot. Écoute, Dane, et dévore leurs âmes. Tu deviendras mon ange de la mort. Allez, vas-y, je te laisse faire. Surtout ne tombe pas dans l'autre et n'oublie pas que t'es encore un petit peu vampire quelque part. Diriger un vampire dans des souterrains maléfiques ou lutter contre des monstres suceurs d'âme, la routine pour ces adolescents. Donc là, fais attention à ta pour les vampires. Voilà, maintenant les chaos, tu peux essayer. Nous sommes mercredi après-midi dans un magasin de jeux vidéo de la région parisienne. Ces adolescents sont venus tester un nouveau jeu d'aventure qui vient de sortir. Le vendeur est là pour leur en expliquer toutes les subtilités. Avec Triangle, tu peux l'emballer, c'est une arme très très puissante. L'âme séparée de la chair s'évapore. Le public est conquis d'avance. Depuis quelques années, le jeu vidéo est devenu l'un des principaux loisirs des enfants, des adolescents et même de certains adultes. Il arrive quand même que je joue par jour des 2 heures, 2-3 heures. Par jour. Par jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. 1 heure, une bonne heure. Disons à peu près 3 heures, 3 à 4 heures. 5-6 heures quand même. Alors moi je dirais la moyenne, ça peut aller 8 heures, 9 heures. De jeux par jour. De jeux par jour, ouais. Et si le jeu vidéo les captive autant, c'est qu'il a fait des progrès fulgurants. Souvenez-vous, c'était en 1975 l'apparition du jeu Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. La balle est carrée, les raquettes sont un peu sommaires et on joue au ralenti. Mais c'est une révolution, c'est la première fois qu'on peut jouer chez soi à un jeu vidéo. Années 80, effets sonores plus sophistiqués et arrivée de la couleur. C'est Pac-Man, la petite boule jaune qui mange des points lumineux en évitant des fantômes. C'est aussi l'arrivée des jeux de combat anti-aériens et les premières courses automobiles. C'était la préhistoire. Aujourd'hui, voici à quoi ressemble un jeu de course. Bruitage, musique, vitesse, tout y est. On a vraiment l'impression d'être au volant. Les jeux d'aventure, eux, ressemblent de plus en plus à des dessins animés. Aujourd'hui, la création de jeux vidéo a dépassé le stade artisanal. C'est devenu une industrie. Nous sommes à Bordeaux. Nicolas Gaume est un créateur de jeux vidéo qui a fondé son entreprise. À 28 ans, il est déjà PDG, mais il continue de se déplacer en bus. C'est vrai que quand on crée une boîte, on s'endette pas mal, donc je me suis pas mal endetté pour mettre de l'argent dans ma société. J'ai pas réfléchi à passer de l'argent pour acheter des voitures, des choses comme ça. Au revoir, monsieur. Pas de voiture donc, mais une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Créé il y a 4 ans, Callisto emploie aujourd'hui 200 personnes, 2 fois plus que l'année dernière. Moyenne d'âge 28 ans, comme le patron. Alors ici, pas de formalisme excessif. Le short et les rollers remplacent le costume cravate. Allez, ciao. Il y en a beaucoup qui viennent en roller, comme ça, le matin. Beaucoup qui viennent en roller le matin, même qui circulent dans les bureaux en roller. Ça fait partie de l'image de l'entreprise. Alors c'est pas une question d'image, c'est que ça permet d'aller plus vite. Depuis la création de son entreprise, Nicolas Gaume a sorti 4 jeux. Le premier, c'est celui-ci, Dark Earth, 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Le jeu a été remarqué par Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, qui en a racheté les droits pour en faire une série télé. Des créatures imaginaires et des mondes surnaturels, c'est ça qui fait la réputation de Callisto. Je parlais plutôt de la Et ce sont ces jeunes gens bien sages qui leur donnent naissance. Bon. Autour de cette table, ils inventent les univers fantastiques qui serviront de décor au prochain jeu. Là, ils viennent de créer une peuplade, les Fomorians. À nos différents héros. Ils sont là, les Fomorians, nous Fomorians. Donc, les Fomorians, c'est un nom qui vient de la mythologie celte. Et lorsqu'on travaille,
Bien sûr, on ne crée pas ex nihilo, on s'inspire de choses qui nous plaisent, de littérature fantastique souvent, de films, mais en fin de compte, les Fomorians font référence à un peuple qui habitait l'Irlande avant les humains et qui était un peuple réputé dangereux, maléfique, mystérieux. Ici, c'est... Sur les bureaux, des dizaines d'ouvrages, des livres d'histoire, des atlas géographiques et des encyclopédies. Au mur, d'étranges cartes géographiques. Ici, tout est recyclé dans les jeux, même l'actualité. Il y a des traces de l'actualité, il y a des réfugiés d'un pays en guerre, il y a des gens qui essayent... Après, on parle du pouvoir en général, donc il y a des gens qui vont essayer de prendre le pouvoir. Ça peut arriver. Bon, c'est sympa, ça veut dire que... Nous en sommes à la toute première étape de création. Entre ces dessins et la sortie du jeu, il peut s'écouler 2 ans. Mais déjà, la petite équipe espère bien que ce jeu aura autant de succès que la dernière production de Callisto, Nightmare Creatures, les créatures de cauchemar. L'action se passe à Londres au début du siècle. Votre mission, débiter en tranches le plus de monstres possible. Ce jeu est sorti en 1998. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, Callisto travaille sur la suite qui doit sortir l'année prochaine. Au programme, toujours des combats et bien sûr, plein de nouveaux monstres. Ça, c'est qui, par exemple? Ça, c'est ce qu'on appelle un fœtus monstre sbire. C'est un nom un peu bizarre, mais des fois, on donne des noms un peu spéciaux à nos monstres. En fait, à la base, c'est à la fois une espèce de truc bizarre qui est formé de tentacules et qui, en fait, se réveille quand le joueur arrive, éclot comme une espèce de fleur et fonce sur le joueur. Fœtus monstre sbire, zombie labat ou encore l'Angil. En tout, Pascal a dessiné une vingtaine de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres. Il réalise les premiers croquis des personnages sur ce grand cahier et les reproduit ensuite en 3 dimensions sur son écran d'ordinateur. Une espèce de grenouille un peu en forme. Ouais, vu de haut, on dirait un peu une grenouille, mais c'est un peu plus méchant qu'une grenouille quand même. Pendant que Pascal donne vie à ces monstres, Moby, le musicien, leur donne une voix. Il réalise toute la bande-son du jeu, la musique et les bruitages. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir bien faire comme ça du bruitage pour les jeux vidéo? C'est quoi le truc? Faut pas avoir peur de tout exagérer. Faut mettre le paquet. Quand un monstre crie, il faut qu'il hurle, faut pas qu'il crie. Quand une tête se fait couper, faut pas que ça fasse fouc, faut que ça fasse fouc. Faut tout exagérer, tout. C'est un peu comme dans du cartoon, en fait. Démonstration avec la bande-annonce du jeu qui, elle, vient juste d'être terminée. Attention, c'est un peu violent. Donc là, c'est décapitation. Puis après, là, le mec, il finit à la hache le monstre et ça le fait. Surtout pas de finesse et de délicatesse. Non, non, surtout pas. Voilà donc à quoi ressemblera le jeu quand il sera terminé. Pour obtenir ce résultat, il aura fallu 1 an et demi de travail et une équipe de 30 personnes à temps plein. Fabriquer un jeu comme celui-ci coûte environ 15 millions de francs. C'est en France le budget d'un petit film de cinéma. L'investissement est lourd, mais si le jeu marche, Nicolas Gaume pourrait décrocher le jackpot. Il ne serait pas le premier à faire fortune. Nous sommes à Los Angeles. De plus en plus de créateurs de jeux vidéo viennent s'installer ici. Au volant de cette Ferrari, Jason Robin, un créateur de jeux vidéo. Il a 28 ans, le même âge que le PDG de Callisto, mais lui n'aime pas se déplacer en bus. Ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir une Ferrari. J'adore les Ferrari. J'ai eu de bonnes années avec ma société, alors j'ai pu réaliser mon rêve. Et c'est grâce à Crash Bandicoot, cette Ferrari? Crash Bandicoot? Oui, c'est la Ferrari de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, c'est le nom de ce petit animal orange inventé par Jason Robin. C'est un héros de jeux vidéo. Ici, pas de combat contre des monstres sanguinaires. Crash a une mission plus pacifique, collecter le plus de pommes possible. Mais pour ça, il doit sauter par-dessus des crevasses, éviter des pingouins mal intentionnés ou échapper à des boules de neige géantes. Ces jeux ont fait le tour du monde.
En 4 ans, ce petit personnage a fait la fortune de son créateur. Oubliez l'époque où Jason bricolait ses jeux chez lui. Aujourd'hui, il a installé ses bureaux à Santa Monica, la banlieue chic de Los Angeles, à quelques centaines de mètres de la plage. Dans son bureau, accroché au mur, ses trophées. Comme un chanteur vedette, Jason accumule les disques d'or. Ses jeux sont devenus des best-sellers dans le monde entier. Sur l'autre mur, il y a les récompenses dont on est le plus fier. Ce sont ces 2 disques d'or qu'on a obtenus pour les 500 000 exemplaires vendus au Japon de Crash 1 et Crash 2. Le disque de platine, c'est quand on en vend 1 million. Aucun créateur étranger ne l'avait obtenu, et nous on a réussi. On est allé au Japon pour recevoir le trophée, on était devant toute l'industrie japonaise et on a dit « on l'a fait, on a vendu 1 million d'unités ». Mais on n'a pas encore reçu le cadre. Je l'ai tenu quelques minutes, malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais c'est certainement notre plus belle réussite. Et cette reconnaissance internationale, Jason l'a obtenue avec seulement 3 jeux et toujours le même personnage. Au total, il en a vendu 15 millions d'exemplaires. Et vous avez gagné combien de dollars? Beaucoup. Beaucoup, mais je ne peux pas vous donner le chiffre exact. On en a gagné beaucoup. Des millions de dollars? Des millions de dollars. En réalité, Jason Rubin et sa société Naughty Dog touchent entre 30 et 60 francs sur chaque jeu vendu dans le monde. En 4 ans, on peut estimer qu'à titre personnel, Jason a empoché environ 300 millions de francs. Mais cette fortune ne doit rien au hasard. Au bout de ce couloir, la salle des programmeurs. Ce sont ces informaticiens qui permettent à Crash de se déplacer dans les décors. Jason s'est entouré d'une toute petite équipe de seulement 20 personnes. Ils ne font qu'un jeu à la fois, mais ce sont tous des maniaques du détail. Si vous n'avez pas l'impression d'être dans cet univers, vous ne trouverez pas le jeu intéressant et vous ne vous y plongerez pas. Si vous êtes à un moment où il y a de la neige et que vous voyez de la neige sur les crêtes, c'est un premier pas. Si vous voyez une plaque de glace, vous commencez à sentir le froid. Et si, quand vous êtes au volant, il commence à neiger, vous commencez vraiment à vous sentir en hiver. Et quand, en plus, l'ingénieur du son rajoute le bruit du vent et le bruit des pneus qui crissent sur la neige, ça ressemble de plus en plus à l'hiver. Tout devient crédible. Et vous vous dites, oui, je suis en plein hiver et je conduis une voiture, alors qu'en fait, vous êtes en train de faire bouger 3 polygones avec votre manette. En réalité, il ne neige pas dans l'ordinateur, il n'y a pas de glace, mais vous commencez vraiment à sentir qu'il fait froid. Jason a le sens du détail, mais aussi des affaires. Comme les filles apprécient peu les jeux vidéo, il a eu une idée pour les séduire. Il a créé Coco Bandicoot, la sœur de Crash. Par exemple, au Japon, Crash Bandicoot, et plus particulièrement Coco Bandicoot, est très populaire auprès des filles de 14 à 24 ans. La moitié des ventes de Crash 2 s'est faite auprès des filles. C'est un jeu qui est très joué par les femmes. Ça a dopé nos ventes. Créer un Bandicoot femelle pour que les filles achètent le jeu, il fallait y penser. C'est aussi grâce à ce genre de petits détails marketing que les jeux de Jason se vendent dans le monde entier. À Noël, cette année encore, le 4e épisode de Crash Bandicoot devrait prendre la tête des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Retour en France, nous sommes dans un centre commercial de la région parisienne. Albert Loridan ouvre un nouveau magasin tous les 15 jours. Il dirige une chaîne qui ne vend que des jeux vidéo. Et ce qu'il recherche, ce sont justement des best-sellers comme Crash Bandicoot. Car sur les 400 titres que propose cette boutique, une dizaine seulement vont vraiment se vendre. Cela s'appelle le top 10. On aborde la période de fin d'année, la période de Noël. Les 10 titres-là vont représenter probablement 80% des ventes. Donc pour nous, ce qui est extrêmement important, je vous dis, c'est d'identifier ces 10 titres qui vont faire l'essentiel des ventes. Albert Loridan n'a pas le droit à l'erreur. Pour identifier les futurs succès, il envoie ses collaborateurs tester les jeux avant leur sortie. Et c'est à Londres que ça se passe. Chaque année, ici en septembre, se tient le Salon européen du jeu vidéo. C'est le dernier rendez-vous des professionnels avant Noël. Jean Vincent travaille pour Micromania, c'est lui qui passe les commandes. Il est là pour faire le tri parmi tous les jeux présentés. Le salon, il le fait au pas de course.
C'est du sport. Il y a près de 4000 jeux qui sortent chaque année. Du cours d'aérobic made in Japan avec plancher de danse électronique, à la toute dernière simulation de course en Formule 1, encore plus réaliste que les précédentes, tout est bon pour se faire remarquer. Des héros de jeux vidéo en chair et en nylon, des animations folkloriques sur les stands, les éditeurs ne reculent devant aucun sacrifice pour attirer les acheteurs. Jean Vincent ne se laisse pas déconcentrer, il sait qu'il doit repérer les hits de Noël. Premier rendez-vous sur le stand d'un éditeur français. Non, on va laisser... Et qui est-ce qui aime bien Rayman 2 Tu veux l'essayer Jean ne vient jamais seul, il est accompagné d'une équipe de testeurs. Moi, je joue 1 minute, 2 minutes, ça me donne une impression si le jeu me plaît comme ça. Mais j'ai pas suffisamment la fibre de joueur pour juger de l'intérêt d'un jeu sur la longueur. Donc alors, en fait, vous faites jouer des gens, vous amenez avec vous des voilà, testeurs. des fanas. Ce sont des responsables de magasins et ces gens-là sont avant tout des joueurs. Donc, ce sont des gens qui sont piqués de jeu. Et chacun a sa spécialité. Pour les jeux d'aventure, c'est Sébastien qui s'y colle. Pour la course automobile, c'est au tour de Grégory. Le créateur de ce jeu est enthousiaste. Il essaie de convaincre Jean Vincent des qualités de son produit. Là, on a le sentiment vraiment d'être dans la réalité, quoi. Contrairement aux jeux à d'autres types de jeux, quoi. Nous, on a tout misé là-dessus, donc c'est normal. Hein, En effet, le jeu est très bien fait, mais il y a un petit problème. Regardez le nom des pilotes, ce sont de parfaits inconnus. L'éditeur n'a pas acheté la licence qui lui permet d'utiliser les vrais noms de la Formule 1. Alors ici, on ne court pas avec Alesi ou Schumacher, mais avec Filden ou Schmidtke. C'est très bien qu'une licence, les gens vont préférer s'identifier plus à un Schumacher qu'à un Schmidtke par exemple. C'est vrai que c'est pas les vraies écuries, ça ressemble, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les couleurs de la Scuderia ou de Williams, etc. Ce genre de détail peut paraître anodin, mais il n'est pas négligeable. Jean Vincent va en tenir compte dans ses commandes. Le même jeu, il y aurait eu les noms des joueurs, vous en auriez commandé 2 fois plus. Est-ce que c'est aussi caricatural que ça? Ouais, certainement. Le public veut jouer avec des noms de champions connus. Jean Vincent et ses 10 testeurs se rendent sur un autre stand. Ils veulent cette fois-ci évaluer un jeu de foot. Oh là 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 là! Faute dans les 25 mètres là! Ils sont comme ça les Anglais. Hein. Dans sa version originale, ce jeu s'appelle Michael Owens 2000. Bon, en fait, ça va arriver en France, ça va s'appeler Téléfoot Manager, parce que la licence, bien sûr, et Michael Owens, c'est pas connu en France, donc Téléfoot, c'est plus vendeur. Ici, vous pouvez jouer avec les vrais footballeurs de l'équipe de France. Et il n'y a pas que les noms. Les créateurs ont même tenté de reproduire leur visage. Le joueur en vert, c'est Barthez. Vous trouvez qu'on les reconnaît assez pour que le jeu se vende là? Ouais, il y a le nom, il y a la hauteur. C'est vrai que graphiquement, c'est dur de faire le même visage pile, mais au moins, ils ont le même gabarit, ils ont la même couleur de peau, la même coupe de cheveux à peu près. Pour Grégory, apparemment, le test est concluant. Ce jeu devrait bien se vendre. Hop, voilà Barthez. Voilà! Oh non, il me marqué un but tout seul. Les tests vont durer 3 jours. Les jeux sélectionnés à Londres par Jean Vincent arriveront en France sur les présentoirs des magasins dès novembre. C'est à cette période de Noël que Micromania réalise un tiers de son chiffre d'affaires. Sur chaque jeu vendu entre 350 et 400 francs, Albert Loridan touche environ 100 francs. Un commerce très rentable et en plus, il a eu une autre idée. Là, où est-ce qu'on va alors? On va à l'autre magasin qui s'appelle Recycleware, qui est l'endroit où on revend les jeux qu'on a repris chez Micromania. Je vais vous montrer, c'est différent. Comme les jeux neufs sont chers, Albert Loridan a développé un marché de l'occasion. Il rachète des jeux déjà utilisés et les revend une nouvelle fois dans ce magasin. Il y a beaucoup d'échanges de jeux, ils ramènent, ils rachètent, il y a tout un second marché du jeu. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant ça se passait dans les cours d'école. Maintenant, si vous voulez, c'est organisé. Mais ici, on n'est pas dans la cour de récré. Albert Loridan encaisse à chaque fois un bénéfice. Le filon semble inépuisable. Combien de jeux vendus neufs reviennent sur le marché de l'occasion? Alors, si vous voulez, pour 1000 jeux vendus, vous êtes probablement surpris par ce chiffre, pour 1000 jeux vendus,
on peut considérer qu'il y a 500 jeux qui reviennent. 1 sur 2. 1 sur 2. Et un jeu peut être vendu 4-5 fois, en fait. Le Tout à même fait, jeu peut être tout à vendu fait. 4-5 fois. Il commencera à se vendre à 250 francs d'occasion, 279 francs, et il finira, si vous voulez, à 40 francs, 50 francs. À chaque revente, le prix baisse. Dans cette industrie, tout se démode très vite. Il faut 1 an et demi pour produire un jeu vidéo, mais 1 an après sa sortie, il a déjà perdu la moitié de sa valeur. Voilà, il faut dire qu'à l'achat, ils sont assez chers, même très chers souvent, ces jeux vidéo. Dominique Corr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Sega, qui, avec Nintendo et Sony, est l'une des 3 marques qui commercialisent des consoles de jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, on peut y jouer sur ordinateur, on peut y jouer aussi avec des consoles. Alors déjà, le prix des jeux vidéo, pourquoi c'est si cher? 300 à 400 francs, ça paraît vraiment très cher. Comme on l'a vu dans le reportage, un jeu vidéo, c'est beaucoup de travail. Ce sont des grosses équipes et c'est un long développement. Il faut voir que le développement d'un jeu vidéo, ça peut être comparé à un film. C'est-à-dire qu'il y a des grosses équipes, il y a beaucoup de monde et c'est vrai que, à cause de ça, ça coûte assez cher. Alors on a vu que ceux qui le développent, on prenait l'exemple de Jason Rubin, ils touchent 30 à 60 francs par boîte. Alors où va le reste? Le reste, ça va dans le marketing, la distribution et puis la production et tous les éléments qui font qu'on peut amener le jeu depuis la création jusqu'à sur le marché. Il n'y a pas un peu de marge, là? Ça pourrait pas baisser un peu? Si les éditeurs faisaient pas de marge, ils n'existeraient plus et donc on pourrait plus développer de jeux. D'accord, donc d'après vous, les prix ne vont pas tellement baisser dans les années qui viennent? Non, le prix ne devrait pas tellement baisser. Alors, Sega, tout le monde se souvient de la marque Sega. Il y avait une publicité connue, Sega plus fort que toi. Vous avez été une marque star au début des années 90. Et puis ensuite, vous avez connu un bid retentissant. Vous teniez à peu près la moitié du marché en France il y a 7 ans. Et là, vous êtes passé pratiquement à 0% du marché. Vous en vendez beaucoup moins. Pardonnez-moi l'expression, mais comment peut-on se planter à ce point quand on est une marque aussi connue et forte? En fait, le marché du jeu vidéo est un marché assez violent dans les parts de marché que l'on peut gagner, que l'on peut perdre. Et c'est vrai qu'un produit comme celui qu'on a sorti avant notre nouveau a péché par le manque de soft. Il y avait trop peu de jeux et donc c'est vrai que le public n'a pas répondu favorablement à cette console. En un mot, vous n'aviez pas acheté tous les jeux qu'on a vus dans ce reportage développés par les Jason Rubin, Nicolas Gaume ou autres qui assurent le succès des consoles. Alors pas à cette époque, mais on a depuis changé de fusil d'épaule. C'est ça, vous avez retenu la leçon de cet échec et là vous allez lancer une nouvelle console. C'est un peu l'opération qui tout double, l'opération de survie. C'est la Dreamcast, elle sera en France dans 10 jours. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez avec cette console remonter la pente? C'est vrai que le 14 octobre, on sort une nouvelle console, c'est Dreamcast. C'est la première console d'une nouvelle génération. Une génération des 128 bits, donc une machine qui est à peu près 15 fois plus puissante que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché et qui en plus est équipée d'un modem qui va permettre donc pour la première fois sur une console de se brancher sur Internet. On offre d'ailleurs l'abonnement gratuit et puis après, dans un deuxième temps, de jouer en ligne. Qu'est-ce que ça apportera de jouer en ligne sur Internet avec une console? Jouer en ligne, en fait, c'est la capacité à sortir de son salon ou de sa chambre et d'aller jouer avec quelqu'un, sa cousine qui se trouve à Manchester ou son beau-frère qui est à Lyon quand on est à Paris. C'est ça le vrai plus. C'est ça le vrai plus. Vous n'avez pas peur de Sony qui prépare un énorme lancement avec la PlayStation 2 qui, paraît-il, va faire un tabac? Alors nous, on va faire un tabac et on prépare un gros lancement déjà. Sony se prépare aussi, c'est normal. Mais ceci étant, aujourd'hui, on n'a pas de date et on n'a pas de prix encore pour cette machine. On vous souhaite évidemment de réussir, mais si ça ne marche pas, c'est fini pour la marque Sega? C'est vraiment l'opération de la dernière chance? Vous jouez très gros là-dessus? On joue très gros, mais l'échec n'est pas envisagé. D'accord, mais s'il y a échec, c'est l'avenir de la boîte qui est en jeu? Le côté de la construction de hard, oui, certainement. Bon, alors évidemment, on vous souhaite de réussir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous allons poursuivre cette plongée au cœur